bienvenue dans l'Eco-Fun Show Podcast, le podcast dédié à une vie plus simple et plus éthique. Si écologie, minimalisme, simplicité et bien-être sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à te préparer à enfin changer ta vie. Je m'appelle Jamila et je suis formatrice éco-responsable chez Le Monde de Mila. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 29. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode interview. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation saine. Et pour aborder ce sujet, j'ai interrogé Marina, car elle est spécialisée dans ce domaine et surtout, elle est spécialisée dans le lien entre la santé digestive et la santé mentale. On va parler alimentation saine, bio avec des conseils pour les petits budgets. On va parler aussi soja, blé complet et de toutes les fausses bonnes idées concernant l'alimentation. Je te souhaite une très bonne écoute. Coucou Marina, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu ? Coucou, déjà merci beaucoup de m'avoir invitée et puis ça va bien, retour de vacances donc j'ai pris le soleil, ça m'a fait du bien. Ah cool, un peu de soleil pendant que nous on avait un tout petit peu froid mais ça va, on a encore un peu de soleil. Malheureusement entre guillemets, fin octobre, début novembre, à l'heure où on enregistre le podcast, on a encore un peu de soleil. Déjà, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Et avant de dévoiler le sujet du jour, je me permets de faire ta présentation. Comme ça, tu te mets à l'aise juste avant que je commence à t'interviewer. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. Alors, donc tu t'appelles Marina, tu es naturopathe et conseillère en nutrition certifiée et tu t'es spécialisée dans le lien entre la santé digestive et la santé mentale. Parce que pour toi, bien-être mental et bien-être du corps passent aussi par l'assiette. Tu es aussi la fondatrice de Ma Vie Saine et Moi, où tu accompagnes les personnes vers une alimentation bienveillante et surtout une alimentation saine, simple et savoureuse. Tu as ton propre podcast qui s'appelle À votre pleine santé, dont honnêtement je suis méga fan. Donc je suis fan de plein de podcasts, mais je t'avoue que le tien se place vraiment dans mon top 5. Tu as aussi écrit un livre, Un Ramadan en pleine santé, publié aux éditions Exuvie. Et sur le plan personnel, tu te décris comme une amoureuse de la nature et tu es très sensible au bien-être animal autant qu'humain ainsi qu'à l'écologie. Et tu ne manges plus de viande depuis plusieurs années et tu essayes d'appliquer au mieux les principes tels que le minimalisme, le zéro déchet, local et achat de seconde main. Et dernière info que j'ai trouvée dans mes recherches et pas des moindres, tu préfères Buffy à Charmed. Et ça, j'ai bugué. Toute la présentation était nickel et là j'ai vu que tu étais plus pro Buffy que Charmed. Rien à voir avec l'écologie ni l'alimentation, mais je devais t'en parler. Oh que oui, et Buffy c'est toute une part de ma vie donc je te confirme en effet. Mais Charmed, les trois sorcières, mince. Et ouais, non, j'aime beaucoup de Charmed, mais je trouve que les valeurs et les, on va dire, pas les histoires, mais plutôt les, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais leurs principes, les messages en fait, c'est les messages véhiculés. Je préfère 1000 fois ceux dans Buffy que dans Charmed parce que, en fait, Buffy c'est quand même une série féministe avant l'heure qui a casser beaucoup de codes et on n'est pas sur le côté il faut que la femme elle soit dénudée pour avoir le premier rôle, etc. Et malheureusement dans le Charme c'est quelque chose que j'aime pas trop. Ça fait un petit peu trop la femme objet, chose qu'on ne retrouve pas du tout dans Buffy. Et après voilà, c'est toute mon histoire personnelle qui se rapproche beaucoup de celle de Buffy, même si j'ai pas de vrai vampire dans ma vie. Mais je me retrouve beaucoup dans son parcours et dans sa manière d'être. Mais je te rassure tout de suite, j'aime beaucoup de Charmed et je regarde régulièrement, au moins une fois par an, je me refais toutes les saisons. Donc je te rassure, j'aime beaucoup de Charmed aussi. Bon alors c'est bon, on peut continuer l'interview dans ce cas. Mais donc du coup sur ce podcast, bien sûr, on va pas parler série, on va parler aujourd'hui donc de manger sainement, accessible à tous. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et qu'est-ce que pour toi une alimentation saine ? Alors, pour moi, une alimentation saine, justement, ça doit être une définition qui doit rester objective parce que aujourd'hui, tout le monde y va un peu de son grain de sel en proposant tel type d'alimentation ou tel principe pour que ce soit sain.
Et en fait, pour avoir justement cette démarche objective qui soit vraiment en dehors de toute proposition subjective avec mes propres croyances, etc., je me suis basée sur la définition du mot sain, tout simplement, qui est proposée par le CNRTL, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est tout simplement, quand on qualifie quelque chose de sain, c'est quelque chose qui participe aux besoins, en fait, qui permet un bon fonctionnement de la santé physique et de la santé mentale. Et tout ça sans avoir d'effets néfastes sur ces deux aspects. Donc ça doit subvenir aux besoins du corps, aux besoins du mental, du psyché, des émotions, etc. Et en plus de ça, ça ne doit pas avoir d'effet néfaste sur ces deux parties. Et en fait, pour moi, je trouvais ça génial comme définition parce que c'est tout à fait ça et ça rejoint vraiment cette approche que j'ai, à savoir de prendre en charge non seulement l'aspect physique, mais aussi et surtout l'aspect mental quand on parle de santé. Donc c'est ça pour moi une vraie définition de l'alimentation saine qui puisse rester quand même un maximum objectif, quoi. D'accord, parce que aujourd'hui on en entend, comme tu l'as dit il y a 2 secondes là, on a un peu de tout et de n'importe quoi quand on dit oui je mange sainement, etc. Et ce qu'on va retrouver plus particulièrement, c'est je mange bio donc je mange sainement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Alors non, je suis pas d'accord avec ça. C'est comme je mange 100% végétal donc je mange sainement. Ouais, ça marche aussi. Ouais. C'est ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits hyper transformés, beaucoup trop sucrés, estampillés bio. En fait, ça ne change rien. La seule différence, c'est que oui, il y aura moins de résidus de pesticides. Il y en aura un tout petit peu, mais il y en aurait quand même beaucoup moins que dans l'alimentation et l'agriculture conventionnelle. Mais on pourra pas dire que c'est sain pour autant. Voilà. Comme je disais, tout simplement, mais un pot de sucre bio, ça reste quand même, en fait. Donc tu vas pas te taper ton pot de sucre ou ton pot de pâte à tartiner bio et te dire en fait non, comme c'est bio, c'est comme si je mangeais une pomme. Non, pas du tout. Non. Justement, qu'est-ce que tu recommandes en bio et qu'est-ce que tu ne recommandes pas en bio? Parce que voilà, aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans les rayons, avant on avait des magasins spécialisés. Aujourd'hui, même en supermarché, tu peux avoir maintenant plein de rayons qui sont bio et comme tu l'as dit, estampillés avec des labels bio divers et variés. Il y en a qui sont valables et d'autres qui sont pas valables. Comment, quand tu connais rien, vers où tu vas plutôt t'orienter pour choisir ton bio pour manger sainement? Alors moi, j'aurais tendance à miser en priorité sur les fruits et les légumes. Parce que c'est là où on va quand même avoir... en général, on va les manger tels quels. Après, on va souvent les faire cuire, etc. Mais il y en a beaucoup qu'on va manger tels quels, notamment les fruits, par exemple. Et c'est vrai que... Alors, il y a une liste qui a été établie. Il y a beaucoup de divergence comme dans tout ce qui touche à la nutrition malheureusement, mais il y a quand même des listes qui ont été établies avec des fruits et légumes qui vont contenir plus de pesticides que d'autres, et donc ça peut être pertinent de privilégier ceux qui sont justement les plus contaminés, les plus touchés. Et pour les autres, tout simplement, de procéder à un épluchage et de les nettoyer en fait préalablement dans une eau avec un peu de bicarbonate par exemple. Ça peut venir justement contrer tout ça. Donc après, effectivement, voilà, déjà les fruits et légumes les plus contaminés, ça c'est vraiment la base. Et après, tout ce qui va être susceptible de contenir des résidus de pesticides, oui, mais surtout de tout ce qui va être antibiotiques, hormones, etc. Et donc ça va être plutôt dans tout ce qui va être, viande, produits type poisson, produits de la mer, etc. Ainsi que les produits laitiers issus d'animaux évidemment, pas produits végétaux. Parce que justement, quand on est sur une agriculture et un élevage non biologique, on va pouvoir quand même retrouver certaines quantités. Alors c'est pas des grosses quantités, ça peut être des quantités minimes, mais il suffit que ce soit quelque chose de minime quotidiennement, c'est pas génial en fait. Et aujourd'hui, on a suffisamment de perturbateurs endocriniens dans notre environnement, notre mode de vie, etc. pour venir en rajouter là-dedans. Donc je dirais que c'est vraiment la deuxième priorité. Il vaudrait mieux en consommer beaucoup moins de ces produits-là et favoriser en bio, sauf le poisson et les fruits de mer.
parce que justement, ça reste de l'élevage en fait. On n'est pas sur du sauvage parce que pour pouvoir certifier que ce soit bio, il faut pouvoir avoir la main dessus. Donc c'est la seule exception. Mais en tout cas, pour tout ce qui va être viande et produits laitiers, de diminuer la consommation. Déjà, ça sera bien pour votre santé et justement pour la planète et l'environnement. En plus, en fait, voilà, de les choisir du coup bio les rares fois où vous allez en consommer, quoi. Ça serait plutôt ça. Ouais. Alors juste tout à l'heure, t'évoquais donc il y avait des fruits et des légumes où il est préférable de les favoriser en bio parce que il y en a d'autres où on peut retirer la peau, etc. Donc en principe, les pesticides ont pénétré un peu moins dans la chair. Et, et si je me rappelle de mémoire, en gros, ou si tu peux les citer, les fruits à privilégier en bio, il y avait le raisin, c'est ça, si je me souviens bien, les poires, les endives, les pêches, les cerises. Voilà, c'est plus trop de saison, mais en gros, oui. On va essayer de faire de saison, mais voilà. J'ai que les poires et les raisins en ce moment de saison. Non, t'inquiète. Alors je les ai plus en tête. Là, il faudrait que je te trouve ça. Je dois les avoir quelque part. Mais après, il faut savoir que ça va différencier selon si c'est la France, si c'est l'Europe, si c'est les États-Unis. En fait, ça va vraiment dépendre parce que chaque pays et chaque zone va avoir sa réglementation. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'aura pas les mêmes données en fonction de l'endroit où est-ce qu'on est. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment détaillé. J'avais fait un post sur Instagram dessus. Mais c'est quelque chose que j'avais détaillé dans mon programme Wonderfood. Donc ça, je voulais regarder. Alors attends, je te cherche juste. Ouais, voilà, c'est là. Donc, je vais juste te dire, en fait, parce que tu avais Génération Future, et ça, c'était pour la France. Et justement, il y a des petites divergences par rapport à ça. Parce que, voilà, sur la quantité, en fait, c'est que ça vient doser les pesticides, mais plus, je sais plus, il y avait quelque chose avec Génération Future qui n'allait pas. Mais je trouve quand même que ça reste une bonne donnée. Et pour ça, on avait premier en tout ce qui va être fruits. Raisins, clémentines, cerises, pamplemousse, les fraises, les nectarines, les pêches, enfin oranges, pommes, abricots, citron et poire. Là, on est au-dessus de la limite en fait qu'on considère comme à peu près saine. Et ensuite, là, on est pour le reste, par exemple, tout ce qui va être citron vert, ananas, mangue, banane. Framboises et groseilles. D'ailleurs, j'avais été étonnée parce qu'on est quand même sur des baies. En général, les baies, on les considère comme assez susceptibles d'avoir vachement plus de pesticides. Mais en tout cas, selon eux, c'était pas le cas en tout cas en France. Et tout ce qui va être prunes, mirabelles, kiwi et avocat. Donc ça, pour tout ce qui va être fruits. Et en légumes, en excès, donc on va avoir tout ce qui va être céleri. Les herbes aromatiques. Alors ça, oui, par contre, les herbes aromatiques, si possible, vraiment de les privilégier bio. Tout ce qui va être endive, céleri rave, tout ce qui va être salade, laitue, enfin tout ça, les piments, les poivrons, les pommes de terre aussi, étonnamment, les haricots, les pois, poireaux. Alors melon, ils l'ont mis dans les légumes, je sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà, le melon. Carottes, tomates, ça c'est connu pour la tomate, concombre et très très légèrement aussi les courgettes. Après tout le reste des légumes, on les considère en dessous, mais ça tu vois c'est l'association française donc Génération Future. Après, on a aussi des listes qui ont été établies par l'association européenne de mémoire, elle s'appelle Pan Europe, donc PAN Europe tout simplement. Et donc là, tu vas avoir, on va surtout dire ceux qui sont les moins contaminés en non bio, et comme ça le reste on se dit directement il faut mieux privilégier en bio si possible. Donc les moins contaminés, ça va être tout ce qui va être choux paumés, choux cabus, enfin les choux-fleurs, tout ça, brocoli, l'ail, le riz. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis dedans, mais en tout cas ils l'ont mis. Aubergines, mandarines, concombres, choux-fleurs, courgettes, mangue, oignons, pastèques, ananas, pommes de terre. Et tu vois, les données ne sont pas du tout les mêmes selon l'association européenne que ce que je viens de te dire tout à l'heure par l'association française, parce que là les pommes de terre on les retrouve dans la liste des moins contaminés, alors que l'association française eux en fait ils l'ont mis dans les plus contaminés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux données et de bien regarder selon le pays où est-ce qu'on est, etc. parce que les réglementations ne sont pas les mêmes.
D'accord. Donc, selon l'origine française ou européenne, parce qu'on va considérer qu'on n'achète pas nos trucs d'Australie ou de Nouvelle-Zélande si possible, les réglementations ne sont pas les mêmes, donc faut faire attention aux listes. Mais globalement, du coup, puisqu'on va pas tous mémoriser, même toi, c'est ton métier, je pense que tu les as pas forcément tous en mémoire, toutes les réglementations. On va dire que si on a un petit budget et qu'on souhaite manger sainement et qu'on veut privilégier du bio, on va se concentrer d'acheter nos fruits et nos légumes plutôt en bio. Et le reste, ça peut être secondaire si on n'a pas le budget pour acheter, je sais pas, du miel ou d'autres. Ah, quoique le miel, est-ce qu'il faut le prendre? Tu le conseilles plutôt bio ou est-ce que on peut le retirer de la liste si on a un petit budget et qu'on doit prioriser? Le miel, en fait, la problématique, alors pas forcément si c'est bio ou pas, mais là, ça serait plutôt parce que je suis aussi formée à l'apithérapie. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et ça serait surtout là mon côté, en fait, touché par les animaux, etc. Et en fait, le problème quand c'est en non bio, c'est qu'on est sur un moyen de, en fait, d'extraction et de même tout simplement la manière dont on va traiter les abeilles. C'est très toxique pour elles, en fait. Ouais, et en fait, c'est très toxique pour elles. Donc, c'est pour ça que je suis pas fan, en fait, de manière générale. Après, pour revenir sur cette histoire de fruits et légumes bio ou pas, ce que j'aurais tendance à dire pour que ce soit peut-être plus simple que d'avoir des listes, ça serait de se focaliser sur, en fait, ce qu'on ne va pas éplucher. Et ce qu'on ne va pas ébouillanter, par exemple, en général, un brocoli, on va pas le manger cru comme ça, qu'on va le passer à la vapeur. Enfin voilà, il va subir quand même un processus de transformation et il va être chauffé, donc ça va pouvoir quand même permettre d'éliminer quand même une bonne partie. Mais donc tout ce qu'on ne va pas éplucher et tout ce qu'on ne va pas, comme j'ai dit, donc faire bouillir ou quoi que ce soit, privilégiez-le en bio. Après, par exemple, dès qu'il y a une peau, surtout si c'est une peau épaisse, etc., en général, c'est quand même déjà plutôt une bonne alternative parce que oui, certains vont dire que ça pénètre, etc., mais ça reste quand même moins pire que justement si on va consommer tel quel. Par exemple, moi, pour le coup, les baies, j'irai pas les prendre en bio. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que pour moi, c'est à la chair et ça va pénétrer beaucoup plus rapidement que sur une orange ou un pamplemousse. Et pourtant, dans la réglementation française, tout à l'heure, tu as cité le pamplemousse, la clémentine ou mandarine, je sais plus, et l'orange dans les trucs où il y a le plus de pesticides. Alors que dans ma logique, c'est quand même une grosse peau qu'on ne mange pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je mange pas la peau de l'orange. Donc, j'aurais plutôt tendance à avoir la même logique que toi là-dessus, ouais. Surtout que, faut dire ce qui est, justement, ce sont des produits, quand on est en France, en tout cas, qu'on n'a pas trouvé en France. Donc des produits qui sont forcément importés. Et si tu rajoutes à ça en plus un label bio, alors déjà en plus ça va être un label bio qui va être du pays d'origine justement. Enfin en tout cas la majorité du temps. Donc c'est pas les plus fiables et ça te rajoute un coût en fait. Donc vaut mieux par exemple miser sur quand c'est les fraises de saison. Tu prends tes fraises françaises et tu sais les prendre bio. Tu veux te faire du jus d'orange pressé le dimanche pour un petit brunch tranquille. Prends des oranges à jus classiques quoi. Enfin voilà, parce que sinon ça va vite monter. Hein. Les agrumes bio, ça coûte cher. C'est ça. Et nous, on est dans le bio, dans le manger sainement accessible à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça serait vraiment ce que j'aurais tendance à dire. Après, c'est peut-être c'est peut-être que certains vont dire oui mais non. Mais en tout cas, c'est plutôt dans le bon sens là, au-delà des chiffres, mais dans le bon sens aussi de se dire en fait, il y a une grosse partie que vous n'allez pas manger. Donc voilà, c'est pareil, l'avocat, etc. Par exemple, l'avocat, au-delà de l'aspect écologique, mais l'avocat, pour les avoir, à chaque fois que je les achète en bio, je trouve qu'ils sont tout le temps pourris, ils ont tout le temps quelque chose qui va pas. Et dès que tu les achètes en non bio, ils sont bien. Donc en fait, c'est bien, tu les achètes en bio, mais tu les manges quasiment pas, tu manges la moitié parce que t'as la moitié qui est pourrie. Et franchement, c'est pas donné en fait un avocat. Non, donc voilà. Donc dès qu'il y a une peau quand même assez dure, qu'on va éplucher, etc. Voilà. Un petit passage, comme je disais tout à l'heure, avec de l'eau bicarbonate, si on va pas le bouillir, par exemple, comme je disais tout à l'heure avec le brocoli, ça devrait quand même largement suffire. Et après, c'est vraiment une question de dose aussi, voilà. Donc,
Ok, parce que oui, donc les avantages du bio, on les connaît. Donc il y a pas de pesticides, il y a pas de produits chimiques, il y a pas de perturbateurs. Attention, oui. C'est pas qu'il y a pas. Oui, il y en a moins. Voilà. Ouais. Non, parce que du coup, reprendre. Non, c'est parce qu'en fait, je te dis ça pourquoi ? Parce que j'ai tout le temps entendu, j'ai eu beaucoup de remarques. Oui, mais de toute façon, ça sert à rien de manger bio parce qu'il y a quand même des pesticides, etc., etc. Donc en fait, oui, on le sait. Il y a des traces, il y a des résidus. À moins d'avoir ta permaculture en bas de chez toi et que tu vives à la campagne, loin de toute source en fait justement de pesticides, de traitements chimiques, etc. Va trouver effectivement un bio 100%. Mais il faut quand même rappeler aussi que bio, à la base, aujourd'hui on a mis un nom dessus, de l'agriculture biologique, mais c'est juste comme ça qu'on mangeait il y a 100 ans en fait. Faut quand même se le rappeler. À la base, oui. Voilà, avant l'industrie, avant que l'industrie alimentaire et que on a tous les phénomènes d'industrialisation, etc. qui rentrent en route dans notre vie. En fait, avant, il n'y en avait pas tout ça, les pesticides, etc. Donc certes, au début, ça a permis justement d'avoir plus de rentabilité, plus d'avoir de meilleures récoltes, etc., etc. C'est qu'après qu'on a su tous les problèmes que ça pouvait causer. Mais il n'empêche que avant ça, on consommait naturellement bio. Donc c'est pas une histoire de faire des caprices ou faire du bobo, machin ou quoi que ce soit. C'est juste revenir en fait aux sources comme c'était avant, tout simplement. Donc voilà. C'est un peu globalement le cas de l'écologie, que ce soit écologie ou alimentation saine. Au final, on repart juste à des trucs qu'on faisait avant du temps, pas très loin en plus, du temps de nos grands-mères, donc 2 générations au-dessus. C'est pas non plus il y a 150 ans. Et toutes les recettes que tu vois écolo pour faire peu importe le ménage ou même acheter de seconde main ou apprendre à recoudre un petit accroc dans ton pull et tout ça, c'est pas un truc de bobo écolo gaucho, je sais pas trop quoi, qui habite en forêt. C'est juste des trucs qu'on faisait avant et qu'on a oublié et parce qu'on est passé à une ère de consommation de masse et tout ça. Mais au final, avant, c'est comme la viande en fait. Du coup, ce qui m'amène à mon autre question. Aujourd'hui, on mange énormément de viande, donc du coup, on abat en masse des animaux, etc. Et au final, on n'a pas besoin, sous ton couvert, bien sûr, tu me reprends, de manger de la viande tous les jours, enfin 2 fois par jour, tous les jours de la semaine. Non. Pour aller bien, pour être en bonne santé. Non, alors en fait, là où moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire la distinction entre santé, conviction, environnement. Enfin, en fait, l'environnement, moi je mets dans les convictions, la cause animale, je mets dans les convictions. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est justement le fait de mélanger les deux qui, malheureusement, aujourd'hui, va causer des discours autour de la nutrition qui vont être faussés, qui vont être très subjectifs, etc. Et donc, les gens vont se perdre. Donc, par exemple, comme tu l'as dit dans la présentation, je ne mange plus de viande pour des raisons animales. J'aime énormément les animaux. Je me rappelle, j'étais sur un banc, j'étais en train de regarder les canards sur un lac. Et sachant qu'avant, moi, c'était la viande que je préférais, les canards. Et en fait, je l'ai regardé, et je me suis dit, c'est terminé, je ne peux plus. J'aimais déjà les animaux, en fait. Mais là, j'étais arrivée à un stade où j'ai dit, je ne peux plus, en fait. C'est juste plus possible. Est-ce que dans mon discours, à travers mes consultations, à travers le podcast ou tout ce que je partage, un peu partout, est-ce que je vais aller clamer haut et fort qu'il faut absolument être végétarien pour être en bonne santé ? Non, parce que c'est faux. On peut être omnivore flexitarien, être en bonne santé. Mais être un omnivore en bonne santé, ce n'est pas manger de la viande tous les jours, 2 fois par jour. Ça, c'est quelque chose, justement, en fait, avant, c'était très cher la viande, parce qu'avant on savait faire de la viande de qualité avec des bons produits, etc. Ça prenait du temps. Avant il y avait on prenait le temps. Aujourd'hui c'est plus le cas. On veut que tout aille vite. On n'a plus le temps de rien. C'est ça. Et donc du coup il faut que tout aille vite, donc il faut plein de traitements, etc. Mais avant on prenait le temps, il y avait de la qualité, et donc le coût qui s'en suivait. Et forcément le jour où il a été possible à la population qui avait les moyens, en fait, qui n'avait pas les moyens, contrairement à d'autres, en fait, de se dire, ok, maintenant j'ai de la viande, c'est abordable et je peux en manger tous les jours. En fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est petit à petit, c'est entré en fait dans beaucoup de cultures. Moi, je le vois même avec mes grands-parents, qui étaient très pauvres, qui vivaient dans les montagnes avec les ânes et tout. Enfin, c'est vraiment très
très rustique. Et aujourd'hui, dire à ma grand-mère, non, il n'y a pas de la viande tous les jours. C'est très compliqué. Et ça, c'est le cas aussi de beaucoup de générations. Donc, c'est à nous, en fait, notre génération, de pouvoir changer les choses et se dire, non, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de la viande à chaque repas. Bien au contraire, et là, ça va même sur le plan digestif. La viande, c'est très long à digérer, sachant qu'une très grosse majorité de la population, malheureusement, a beaucoup de soucis digestifs aujourd'hui. Va trouver une personne qui va te dire, je digère très bien, j'ai le ventre plat, il n'y a pas de ballonnement, il n'y a pas de constipation, tout va bien. Bah, trouve-les-moi, vraiment, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et en fait, ça ne fait qu'empirer les choses. Après, effectivement, moi, je conseille et je me base sur les régimes ancestraux, des fameuses blue zones, en fait, les populations qui vivent le plus longtemps en bonne santé. Et on est sur, en général, une portion de viande par semaine. Voilà, après ce sont des populations qui vont manger beaucoup de protéines végétales, qui vont manger aussi un peu de produits de la mer, souvent pêchés par eux-mêmes, etc. Mais on n'est pas sur une surconsommation de produits animaux. Après, ça va peut-être aussi compenser avec certes les légumineuses, ils consomment tous des légumineuses, et aussi des produits laitiers, mais pas les produits laitiers comme nous on l'entend aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, produits laitiers, c'est quoi ? Le lait le matin, les crèmes glacées, la crème fraîche, le beurre, tous les fromages. En fait, et tu regardes des compositions, même des gâteaux, des simples biscuits, tu vas trouver dedans poudre de lactosérum, poudre de lait. En fait, il y en a partout. Mais nos ancêtres et les anciens là, dont je parle dans les Blue Zones, c'est pas ça qu'ils consomment. C'est les petits. En fait, ils ont souvent en plus les animaux locaux. C'est majoritairement souvent c'est des petites brebis, des chèvres et tout ça. Et en fait voilà, ça va juste. Ils vont juste prendre l'excédent qui va être utilisé justement pour l'alimentation. Mais ça va être des fromages frais, ça va être ce genre de choses. Et c'est pas comme nous aujourd'hui, comme j'expliquais, où il y en a matin, midi, soir, goûter, il y en a partout. Voilà. Et c'est ça, en plus de la qualité qui est drastiquement différente. Mais donc, oui, on peut être en bonne santé en mangeant peu de viande, en mangeant pas de viande, même aussi, faut la rappeler. Il faut juste que les choses soient bien faites, parce que si on te dit oui, il faut manger de la viande une fois par semaine, et que derrière, en fait, tu ne mets pas de protéines dans ton alimentation. Là, ta santé, elle va en prendre un sacré coup, parce que les protéines, c'est quand même la base de nos cellules, avec les lipides, et donc c'est la base aussi pour une bonne fonction hormonale. Enfin, en fait, on a besoin des protéines pour toutes les fonctions du corps. Donc, une carence en protéines, ça peut avoir des effets dramatiques sur la santé physique et mentale pour le coup. Donc oui, on diminue les protéines animales, on les privilégie de qualité, on peut les éliminer par n'importe quelle conviction. Ça, c'est quelque chose qui doit regarder uniquement les personnes et pas le praticien de santé en question. Et en fait, nous, notre rôle en tant que praticien de santé, ça va être vraiment de sensibiliser, de donner des précautions, de dire les risques qu'il peut y avoir, comment les éviter au maximum, et de tenir informer la personne. Mais c'est pas de lui dire non, si tu fais ça, tu seras malade, tu auras des problèmes de santé, et point, et c'est tout. Juste dire ça, en fait, c'est pas du tout, c'est pas notre rôle. En plus, c'est pas pertinent. Ouais. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui, pour moi, on doit respecter les convictions de la personne qui est en face, sachant qu'en plus, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que tout ce qui touche les produits animaux, en général, la cause première, quand on arrête, c'est souvent par éthique animale. Ensuite, en général, on a soit la cause environnementale, soit la santé, mais j'ai vu très peu de personnes me dire « je suis végétarienne, je suis végétalienne pour ma santé principalement ». Donc quelqu'un qui va te dire c'est pas pour ma santé que je le fais, mais parce que j'aime les animaux, parce que je peux pas en fait, et je peux pas manger des animaux. En fait, il faut que tu lui trouves une solution avec cette personne, parce qu'elle dit clairement ma santé passe en second plan. C'est d'abord ça pour moi qui est le plus important. Et il faut savoir respecter ça et donner les solutions à ces personnes en fait. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Non, parfaitement. Alors moi j'ai bien suivi, j'espère que les auditrices ont aussi bien suivi, mais c'était très clair, très fluide, très simple. Et j'avais une autre question qui arrive du coup. C'est donc là je parle pas de véganisme parce que c'est encore un truc bien à part. Ouais. Mais si par exemple par conviction, donc peu importe, comme tu as dit tout à l'heure, pour écologique, environnemental, pour sa santé, pour la cause animale, je voudrais ralentir la viande. La première question qu'on va te poser, c'est faut se supplémenter par rapport aux protéines. C'est ce que tu disais tout à l'heure.
Parce qu'on a quand même besoin de protéines dans notre corps. Alors, pas se supplémenter. Quand on dit supplémenter, c'est en plus de l'alimentation. Ah ouais. Alors non. Alors par quoi tu remplaces, par exemple, pour les protéines, la sensation de satiété, etc. Ok. En fait, d'autres sources de protéines, parce que on en a pas que dans les produits animaux. Alors, en fait, on a déjà, quand on reste là sur le plan végétarisme ou voilà, on parle pas de végétalisme. La meilleure protéine d'origine animale qui existe, ce sont les œufs. C'est vraiment aujourd'hui, on le sait, c'est les œufs, c'est vraiment une très très bonne source de protéines complètes qui en plus, quand on les choisit bien, ils ont il y a beaucoup de vitamines dedans, beaucoup d'antioxydants, de très bons acides gras. Donc voilà, c'est un aliment qui est vraiment très très bon pour la santé. Donc voilà, je dirais déjà les œufs en premier temps. On a aussi, quand on reste dans le règne animal, on a justement certains produits laitiers, et notamment, je pense aux produits plutôt traditionnels, style, parce que j'aime bien moi tout ce qui est méditerranéen. Et tu prends le halloumi, tu prends la vraie mozza de chez nous, là, pas la vieille mozza là, en plastique. Non, franchement, en tant que napolitaine, c'est dur, tu vois, de voir. De voir ça. Donc la vraie au lait de bufflone, etc. En fait, les fromages qui sont là depuis en général pas mal de générations et qui vont être très riches en protéines. En général, on est sur des petites doses, on est quand même sur un bon quota de protéines. Donc là, je parle vraiment des fromages parce que le lait, c'est pas très pertinent en fait. Donc voilà. Pareil, donc de temps en temps. Et après, on va avoir évidemment les protéines végétales cette fois, avec notamment les légumineuses. C'est la base, sachant qu'on a le soja en numéro 1. Qui fait alors sujet sensible, le soja. Ah là, je vais être obligée d'en parler. Sujet sensible, et c'est pour ça que justement en tant que naturo et surtout voilà, je me cache pas du tout de mes convictions par rapport à l'environnement et tout ça, donc j'ai eu le droit à chaque fois à ces remarques, à toutes les fausses polémiques qu'il y a autour du soja. C'est de notre faute, s'il y a plus de soja dans le monde, c'est à cause de nous pauvres écolos qui en mangent un peu à chaque fois. C'est ça. Exactement. Et donc du coup j'ai répondu tout simplement avec un article qui m'a mis, je crois que j'ai mis 3-4 jours à le faire pour aller chercher toutes les sources scientifiques sérieuses. Voilà, il y avait quand même beaucoup de points à détailler, et en plus de l'aspect justement environnemental. Donc voilà, donc non, alors, le soja n'est pas mauvais. Oui, t'en as fait un épisode excellent de podcast, donc je suppose que t'en as fait la retranscription écrite. Je le mettrai en lien en description de cet épisode, parce que franchement, c'est une pépite, il est sourcé, il est chiffré, il est cadré, il est nickel, il est simple à comprendre, donc je le remettrai en description, et honnêtement, allez l'écouter parce qu'il est vraiment très très bien fait et très clair. Donc non, le soja, ce n'est pas que de notre faute à nous, pauvres humains. Ah non, pas du tout, et c'est justement malheureusement pour la partie environnementale. C'est justement la consommation de produits animaux qui est responsable exactement de la déforestation et de justement cette en fait du fait d'avoir besoin autant de terrain pour le soja. C'est tout simplement pour nourrir le bétail, pour nourrir les animaux qui vont servir à l'élevage pour la viande en fait. Donc non, ce n'est pas nous. Voilà, mais c'est bon pour nous, et on n'en consomme pas non plus des quantités faramineuses, quoi, pas autant que les animaux et l'élevage. Oula, non, pas du tout, on y est très loin. Alors que tu manges un bœuf, ça m'étonnerait. Ah ouais, non, là, il faudra en consommer des sacrées quantités quand même. Donc non, c'est pas du tout, ni sur le plan santé, ni sur le plan environnement, rien. Il n'y a aucune raison, à moins d'une allergie au soja, de ne pas consommer du soja. Et pareil, j'explique tout en détail pour la qualité, les quantités, enfin, toutes les polémiques, etc., tout précisé. Ouais. Mais donc voilà, donc vraiment, le soja, pour revenir sur le sujet, pourquoi c'est si intéressant et pourquoi ça fait partie du régime alimentaire de quasiment tous les végétariens et végétaliens. En fait, tout simplement parce que c'est la seule légumineuse qui va avoir ce qu'on appelle une utilisation protéique nette
supérieure, enfin elle est égale voire supérieure selon certains à celle de la viande, c'est-à-dire que le corps il va utiliser en fait les protéines issues du soja de la même manière que celle de la viande, et on a tendance à dire beaucoup que dans les protéines végétales il y a des carences, le corps les utilise pas pareil, donc ça fait des problèmes et tout. Or non, en fait on le sait aujourd'hui que le soja a la même utilisation protéique nette que la viande. Donc c'est tout aussi pertinent et même encore plus. Pourquoi ? Parce que dans le soja, on n'a pas les acides gras trans et saturés qu'on trouve majoritairement en excès un petit peu trop dans la viande, surtout chez les gens qui en consomment très régulièrement. Et donc, en fait, pour tout ce qui va être problématique cardiovasculaire, excès de cholestérol et toutes ces choses-là, et en fait, non, justement, la consommation de soja est même encore plus intéressante. Elle va être aussi, il va y avoir des fibres. Après, ça dépend sous quelle forme on le consomme. Et donc, toutes ces choses-là vont jouer et vont avoir un effet très bénéfique pour notre santé. Donc voilà, c'est vraiment le numéro 1 et sous forme plutôt traditionnelle. On évite, après si de temps en temps c'est pas grave, les formes très industrielles, mais plutôt sous les formes traditionnelles type tofu, tempeh, enfin voilà ces formes-là. Tofu lacto-fermenté aussi, moi c'est une forme que j'aime beaucoup et qui vont être les plus intéressantes et les plus pertinentes pour ne pas avoir justement trop de fibres, parce que ça c'est un point aussi, c'est que quand on passe d'une alimentation, il y a peut-être un peu trop de viande et qu'on passe du jour au lendemain à plus de protéines végétales, dont les légumineuses, on se retrouve avec un excès de fibres, parce que en fait, il n'y a pas de fibres dans la viande. Il y en a beaucoup dans les légumineuses, et donc en fait, le microbiote n'est pas du tout adapté, et on peut se retrouver avec des problématiques. Donc c'est pour ça que le tofu, le tempeh sont très intéressants, parce qu'on n'a pas assez de fibres en fait. Le lait il est filtré, donc on n'a pas tout ça. Après, toutes les légumineuses, de manière générale, et ça c'est pareil, la seule chose à faire attention, c'est le trempage. La seule exception pour la lentille corail. Ouais, la lentille corail, c'est la seule qui n'en a pas besoin, mais sinon, toutes les lentilles, les pois chiches, haricots, tout ça, ont besoin d'un trempage pour justement déjà améliorer la digestibilité et en plus améliorer la biodisponibilité des nutriments qui sont à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment indispensable. Et après, on a d'autres sources de protéines végétales qui sont un petit peu moindres, mais on va avoir, bien pareil, les oléagineux, on va avoir le pollen aussi, le pollen frais. Bon, alors, c'est pas tout le temps les gens qui vont consommer du pollen frais, mais moi, je sais que c'est quelque chose que je mets beaucoup en guise de super aliment, on va dire. C'est du pollen qu'on trouve en rayon surgelé en magasin bio, donc qui ont plus des vertus très bénéfiques pour la flore intestinale et le système immunitaire. Alors attends, toi tu achètes parce que moi le pollen j'en achète, mais en petites billes dans des bocaux, en magasin bio. J'ai l'impression que je vais me faire gronder. Non, tu vas pas te faire gronder parce que c'est beaucoup de choses. En fait, c'est quelque chose que si on ne le sait pas, tu vas te dire ouais c'est génial, mais en fait ton pollen là, il est pas frais. Ton pollen il est lyophilisé et donc en général il est quasiment pasteurisé. Il y a plus de, en fait tous les probiotiques qui sont présents dedans ne sont plus présents. Donc il faut aller l'acheter en supermarché au rayon surgelé. Alors en supermarché tu le trouveras pas, c'est vraiment rayon bio. En magasin bio. Okay. Ou alors sur internet. Tu le trouves aussi avec une livraison fraîche sur internet. Moi, je le fais pour des clientes, par exemple, qui sont dans des petites villes ou qui n'ont pas la possibilité d'en trouver. Et tu le trouves. Et donc, ça n'a rien à voir déjà en termes de goût, de texture. Ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, là, on le trouve tel que les abeilles vont le fabriquer. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne source aussi de protéines végétales. Et puis, on a aussi les algues qui sont intéressantes. Mais écoute, j'irai voir ça pour le pollen. Je suis pas sûre de l'avoir vu dans les rayons bio, dans les magasins bio que j'ai en bas de chez moi, mais à voir, je vous tiendrai au courant. Et autre info hyper importante que tu as dit il y a quelques minutes, c'était sur les légumineuses. Donc il fallait faire tremper avant de les consommer, parce que ça aussi je l'ai appris il y a pas très longtemps. 34 ans, je découvre encore des choses visiblement. Donc c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches secs, tout ce qu'on appelle les légumes secs. Voilà, tout ce qui est sec, on fait tremper toute une nuit, 2 heures. Ouais, l'idéal c'est une nuit entière, et après même certains, ça peut être plus long. Je pense à certains haricots, type l'haricot blanc, ceux qui ont une peau très très épaisse. Les pois chiches aussi, ça peut être plus long, ça dépend. Mais moi, ce que je recommande, c'est de mettre du vinaigre de cidre en fait dans l'eau de trempage, parce que dans le vinaigre de cidre,
non pasteurisés, j'insiste dessus, il va y avoir des enzymes, des bactéries qui vont justement permettre la dégradation des phytates et de tout ce qui est justement au-dessus des fibres. Donc ça accélère le processus et ça les rend encore plus digestes. Donc voilà, c'est une petite technique moi que j'aime bien faire. Et j'ai oublié aussi un point, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, c'est que dans les protéines végétales, on a aussi les céréales en fait. Parce que, alors on pense beaucoup céréales, blé, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des céréales qui ont un taux de protéines quand même très important. Alors oui, elles vont pas être toutes complètes. À chaque fois, on parle d'acide aminé qui va venir manquer. Et justement, c'est pour ça qu'on avait cette théorie selon laquelle il faut toujours légumineuses et céréales dans un même repas. Parce que en fait, ce qui manque chez la céréale, on va le retrouver chez la légumineuse et inversement. Sauf qu'en fait c'est faux parce qu'en plus c'est pas forcément hyper digeste, mais en fait il suffit de manger régulièrement céréales, légumineuses, pas forcément au même repas, pour avoir cette combinaison. Et après si en plus à côté on mange d'autres protéines complètes, style comme je disais tout à l'heure le soja, les œufs, ce genre de choses, il y a pas de souci. Mais il y a quand même des céréales qui contiennent tous les acides aminés, donc c'est intéressant. Et aussi les céréales, les blés anciens. Parce qu'on tape beaucoup sur le gluten et pareil c'est encore une fois c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose parce qu'on n'attaque pas vraiment le vrai problème de fond. Parce que justement les céréales à gluten, mais les céréales anciennes avec un gluten naturel très bien digéré, en fait c'est souvent celles qui sont les plus riches en protéines. Je prends l'exemple de en fait du petit épeautre, du kamut. Moi c'est une céréale que j'aime beaucoup. En fait c'est des céréales qui contiennent justement quand même des quantités de protéines très intéressantes, donc ça serait quand même dommage de s'en priver. Ouais, donc ça aussi t'en avais parlé, j'avais vu tout ce qui est petit épeautre, tu l'as en farine, tu l'as en céréales, tout ce qui est pâtes aussi maintenant, des pâtes au petit épeautre. Ça aussi c'est pas mal pour manger sainement et apporter les... Alors du coup je sais pas si je dis le bon terme, les nutriments nécessaires à notre corps, à notre bonne santé. Okay. C'est ça. Ça c'est bon, je l'avais. Tout à fait. Et du coup, en gros, pour manger sainement, est-ce que tu peux quand même consommer sainement en allant au supermarché? On n'est pas obligé d'acheter tout en magasin bio. Oui, non, il n'y a pas du tout d'obligation par rapport à ça. C'est juste qu'en général, en supermarché, on nous propose pas vraiment du local. C'est souvent dans les magasins bio qui vont avoir des petits contrats avec des agriculteurs du coin et tout ça. Mais après, non, on peut manger sainement et acheter que en supermarché si on choisit les bons produits. Un truc tout bête, mais c'est vrai, pareil, on a beaucoup et voilà, c'est là où ça a été très nuancé moi dans mon approche. Là je vais venir par rapport au zéro déchet, c'est qu'il fut un temps, il y a peut-être 6 ans en arrière, peut-être quelque chose comme ça, où j'étais plus dans les extrêmes en fait. Et les extrêmes ne sont pas bons, que ce soit sur le plan la nourriture, justement, il fallait que tout soit sain et jusqu'à tomber dans l'orthorexie. Donc ça, c'est un trouble du comportement alimentaire qui est malheureusement trop fréquent dès qu'on parle d'alimentation saine. Et dans tout ce qui va être aussi pratique, pas trop minimaliste, mais plutôt justement dans la consommation zéro déchet, tout ça, il faut faire le moins de déchets possible. Et en fait, au fur et à mesure que de mon expérience, des personnes et notamment des femmes que j'ai pu accompagner, de réflexion personnelle, en fait, j'ai compris que, alors déjà, premièrement, on nous met une pression à nous, citoyens lambda, en nous faisant croire que c'est de notre faute à nous si la planète va aussi mal, voilà. Et totalement rien à voir dans cette histoire, entre autres, tu vois, bien évidemment. Ouais, et donc, justement, il y avait beaucoup, moi je sais que, les réseaux, ça fait un petit moment, ça doit faire un peu plus de 10 ans que j'y suis. En tout cas sur le plan perso et je sais qu'il y avait dans ces années-là il y a 7 ans à peu près, il y a vraiment une grosse un gros truc green, hyper minimaliste, zéro déchet. Enfin, il y avait beaucoup de contenu à ce sujet. Et en fait, quand j'y repensais, il y avait un problème pour moi, c'était que c'était très culpabilisant. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de charge mentale qu'on nous rajoutait en fait en plus. Et à vouloir toujours prôner le parfait, et je pense même à d'autres choses, par exemple quelqu'un qui est végétalien qui va voir mon alimentation et qui va dire ouais mais non c'est pas parfait parce que si, parce que ça, ouais mais en fait moi je fais des efforts, sois déjà content. Et
dans ce cas-là, va avoir un omnivore qui mange tous les jours, matin, midi, soir, de la viande, produits laitiers, machin, qui roule en 4x4, qui ci, qui ça, tu vois. Pourquoi venir tout de suite piquer les personnes qui font déjà en fait des efforts? Et en fait, ça c'est un gros problème aujourd'hui, c'est cette charge mentale qu'on nous impose ou du coup qu'on s'impose parce qu'on se sent coupable, on culpabilise. Et en fait, pour revenir sur cette histoire de zéro déchet, en fait tout simplement je pense aux surgelés. Parce qu'en fait les surgelés, je pense aux légumes, fruits et légumes surtout. Ça peut être un moyen hyper intéressant pour des personnes de manger plus sainement au quotidien. Par exemple, en achetant tout simplement des légumes qui vont être déjà prédécoupés, qui vont être déjà, enfin, ce genre de choses, et d'avoir en fait des légumes qui sont quand même riches en micronutriments, parce qu'il faut savoir que les légumes surgelés, on a une très très bonne teneur en micronutriments. Hein. Ils sont surgelés en général dans les 24 à 48 heures après la récolte, donc ce qui est même encore mieux que certains produits frais qu'on va trouver en grande surface. Alors oui, c'est bien, c'est mieux de prendre du frais, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de consommer surgelé, justement là je pense par rapport au supermarché, en fait ça peut être une technique économique, parce qu'on perd pas en plus, ça reste au surgelé, donc c'est-à-dire que il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Voilà, exactement. On a une très bonne source de micronutriments et en plus ça peut faciliter des femmes qui sont déjà surmenées au quotidien, quelle que soit la raison, toutes les raisons sont valables et légitimes, et de se dire en fait non, j'ai la flemme d'aller éplucher mon truc, de couper, de machin. Non, et même d'acheter des poêlées qui sont déjà toutes prêtes si on a une bonne composition. En fait, il y a pas de mal. Et ça c'est c'est mon discours et mon en fait, j'ai envie de sensibiliser de plus en plus par rapport à ça, parce que je trouve aujourd'hui que ça peut être, c'est pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, mais c'est un frein au fait de consommer plus sainement que de se dire il faut que je fasse tout sainement, maison, tout parfait, etc. Et ça, du coup, les gens vont se dire, quitte à pas bien faire, autant ne rien faire du tout. Et en fait, on se retrouve du coup chez une personne, qui au lieu de manger sainement, va se dire en fait flemme, j'ai pas le temps, donc je reste sur mes habitudes qui sont pas forcément les meilleures pour ma santé, mon hygiène de vie. Et ça je trouve ça pas top, parce que voilà, il existe plein de manières de pouvoir manger plus sainement tout en étant même si on a un emploi du temps chargé, pour justement avoir de meilleures habitudes au quotidien, prendre soin de soi, et ce même si on fait pas parfaitement, parce que en fait personne fait les choses parfaitement, et que ce qu'on va voir, je consomme, je fais absolument aucun déchet quand je fais ci, ou mon alimentation mon mode de vie n'impacte sur la vie d'aucun animal. Faudrait peut-être voir aussi sur la vie des humains. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit impact sur la vie des humains? En fait, voilà, c'est ça. On ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas. Et en fait, il faut savoir l'accepter, et il faut aussi savoir accepter que les gens, c'est leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, certes, ils vont peut-être les faire encore mieux que nous, mais il y a sûrement des choses que nous, on va faire peut-être mieux qu'eux. Et ça sert à rien de se comparer aux autres qui n'ont pas la même vie, qui n'ont pas les mêmes priorités, qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc voilà, donc vraiment au supermarché, oui, franchement, avec des fruits et légumes surgelés par exemple, ou même des poêlées qui peuvent être déjà prêtes, ça peut grandement faciliter les personnes à manger plus sainement, tout simplement en fait. Et aujourd'hui par contre, on a quand même de plus en plus de protéines végétales, pas assez de tofu à mon sens, c'est un peu trop de trucs justement transformés en végétal dans les supermarchés en tout cas. Mais bon, ça vient petit à petit. Après, c'est vrai que pour des tofu qui soient pas sans goût et qui sont pas bons, en fait, c'est vrai que c'est très difficile, je trouve aujourd'hui, malheureusement, d'en trouver en supermarché. Or, si le tofu lacto-fermenté pour mettre dans les salades et tout, par exemple, ça on en trouve. Mais du bon tofu avec du goût, en magasin bio, ou alors tout simplement c'est peut-être pas forcément très écolo, mais quitte à faire une grosse commande sur internet et à congeler, plutôt que de se dire je vais faire 1000 allers-retours au bio qui est à je sais pas combien de kilomètres toutes les semaines. Ça peut être aussi une solution, mais après oui, on peut consommer sainement. Si je m'arrête juste à la partie saine et pas forcément éthique ou écologique ou quoi, juste sainement. Oui, on peut manger sainement en fait juste en achetant des choses au supermarché.
Je te rejoins complètement sur je suis un peu comme toi. Pour moi, tout ce qui est extrême n'est pas bon, de toute manière. De n'importe quelle décision, je suis pas fan des extrêmes. Et sur l'écologie, c'est pareil. Enfin, les extrêmes, c'est jamais très très bon. Et de toute manière, qu'importe ce que tu fais, tu seras jamais un vrai. Il y a forcément, tu vas créer des déchets à un moment donné. Tu t'auras des loupés, etc. Et moi, j'avais une personne en accompagnement qui me disait, moi, j'aimerais bien manger sainement et tout ça, mais j'ai pas le temps. Elle travaillait, elle avait un enfant. J'ai pas le temps d'aller à la fois chez, on va citer des marques, je m'en fous, Naturalia, Bio c'est bon, et Carrefour ou Monoprix, Franprix. Non, elle faisait les courses en une seule fois. Et c'est ok parce que de toute manière, enfin, chacun fait avec les moyens qu'il a, le temps qu'il a, le budget aussi qu'il a, parce que si la personne va qu'une seule fois par semaine faire ses courses et qu'elle fait tout chez Naturalia, ça va pas être le même budget que si elle achète tout chez Carrefour. Puis elle trouvera pas forcément de tout. Et donc du coup, c'est cool que toi, en tant que spécialiste naturopathe et donc sur l'alimentation, oui, on peut trouver des choses en supermarché si on veut manger sainement, avec quand même une notion derrière d'éthique et environnementale. C'est quand même des principes. Enfin, faut réussir à trouver un mix entre ok, c'est confortable pour moi, pour mon budget et pour mes valeurs. C'est vraiment un message que j'aimerais transmettre, c'est que oui, on peut le faire, même avec un petit budget, même avec nos propres contraintes. On sera jamais parfait à 100%, mais en même temps, il y a quand même un niveau d'échelle entre prendre l'avion 3 fois par semaine ou acheter un paquet de je sais pas quoi avec un peu d'emballage qui n'est pas zéro déchet. Voilà, il y a des proportions quand même, et on fait à notre niveau. On peut se débrouiller en allant au supermarché et en trouvant des choses accessibles et à petit budget au final. Et bien, comme tu as dit au début de l'épisode, les fruits et légumes, effectivement, les privilégier bio, et tout ce qui est bio n'est pas forcément sain, surtout quand c'est des produits transformés, de mon point de vue. Oui, c'est ça. Alors après, il y a transformé et transformé. Parce que en fait, par exemple, je prends un exemple tout simple, mais tu prends allez, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Un paquet tu prends tu prends un muesli. Ah ouais, tu prends un muesli. Un muesli, il a quand même en fait, quand on parle de transformer, c'est qu'il y a une transformation. On passe par la cuisson, enfin voilà, toutes ces choses-là. Tu peux trouver un muesli, donc qui est quand même un aliment transformé, avec une très très bonne composition et qui est vraiment nickel, quoi. Tu vois, ça peut être limite tu l'as fait à la maison. En fait, pour voir aussi si c'est du trop transformé ou juste du transformé, et c'est pour ça qu'on parle moi je parle de pas ou peu transformé, et après il y a le très transformé ou ultra transformé en fait. Et par exemple, un muesli ou n'importe quel produit, moi c'est ce que je recommande. Tu regardes les étiquettes, tu lis les ingrédients. Si les ingrédients c'est le genre de truc que tu peux avoir chez toi dans ton placard, c'est ok. Déjà, c'est la base en fait. Pour le degré de transformation, je parle. Parce qu'après, si oui, t'as du sucre dans ton placard, mais le truc c'est le premier ingrédient de ton produit, non, là c'est effectivement qu'il y a un petit problème, et c'est vraiment au niveau des dosages, on n'est pas sur un truc très intéressant. Mais dès que tu commences à parler de sirop de glucose, des conservateurs, que voilà, laisse tomber. Non, en général, on n'a pas tous, à moins d'être un pâtissier qui utilise beaucoup ça, on n'a pas tous du sirop de glucose ou du sirop de maïs à la maison. Donc voilà, ça peut donner déjà des petites indications assez simples pour voir si on est sur un produit beaucoup trop transformé ou pas. Après, après il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est les degrés de la quantité de sel, la quantité de sucre. Enfin voilà, ça c'est toute une chose. Mais voilà, on peut avoir des produits qui sont un peu transformés et qui peuvent faciliter le quotidien malgré tout, parce que comme je disais, par exemple, tout le monde n'a pas peut-être soit le temps, soit l'envie, soit l'énergie aussi, on oublie de le dire, de faire son muesli à la maison toutes les semaines, quoi. Tu vois. Moi clairement, je n'ai pas la motivation. Je le faisais à une époque, et au final maintenant je préfère l'acheter je l'achète en vrac en magasin bio. De choses que, comme tu dis, en fait j'aurais pu le faire moi-même, mais j'ai la flemme. Mais c'est plutôt cohérent. Mais comme t'as dit, il y a des mueslis, c'est globalement que du sucre ou des trucs pas forcément bons ou que j'ai dans mon placard. Et dans les autres aliments transformés, enfin ce que j'appelle transformés, c'est tout ce qui est yaourt aussi. Tu sais, les yaourts au soja, etc. Il y a une liste d'ingrédients dedans. Alors c'est pas parce que c'est au soja que c'est forcément meilleur. Et il y a une liste d'ingrédients. En fait non, à la limite je préfère un fromage blanc pas bio, ou de marque de supermarché.
plutôt qu'un yaourt de soja ou bio qui a une liste d'ingrédients que je ne connais pas, quoi. Ouais. Non, mais tout à fait. Donc c'est pour ça qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, mais bio et végétal ne veut pas forcément dire sain et quelque chose qu'on pourrait consommer tous les jours. Et aussi, dernière petite chose par rapport au supermarché. Je parlais du pain parce que le pain il a été quand même pendant très longtemps diabolisé, alors que c'est une source de glucides, donc qui est un des 3 macronutriments les plus intéressantes. Et surtout que je trouve qu'aujourd'hui, on a l'avantage, après ça dépend des villes, j'allais dire, mais même encore, moi des fois, même dans des petits patelins, je vois chez mes grands-parents, enfin c'est paumé, j'arrive à en trouver, donc franchement, voilà. Et en fait, on revient beaucoup au levain, ce qui fait que même dans les supermarchés, on retrouve du pain au levain. Donc ça déjà, à partir du moment où vous l'avez au levain, même si c'est du blé moderne et tout, en fait le levain, dans la procédure de fermentation et tout ça, il va déjà nous dégrader tout ça, il va déjà nous rendre tout ça plus digeste et plus sain, donc c'est déjà une très bonne chose. Et aussi, on commence à retrouver beaucoup en supermarché des produits justement à base de blé style épeautre, petit épeautre. Alors il y en a d'autres, c'est un peu plus rare de les trouver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je sais que sur Intermarché, Super U, enfin toutes les grandes chaînes, même Carrefour, en fait dans la boulangerie, je trouve du pain au levain à base d'épeautre, de seigle. D'ailleurs, le seigle, on l'a trop sous-coté, celui-là, c'est quelque chose. Hein. Non, mais franchement, parce que franchement, le seigle, c'est une céréale ancienne. Le seigle, tu sais, aujourd'hui, en plus, on imagine tout le temps le seigle d'un mauvais œil, genre, tu sais, le pain de seigle, c'est pas bon et tout, mais déjà, c'est juste à pas manger du vrai pain de seigle. Mais c'est surtout que le seigle, je pense que c'est une des céréales et des farines les plus économiques qui existent, quand même. C'est une céréale qui n'a jamais été modifiée. On est quand même sur une céréale ancienne, voilà. En plus, elle est trop galère à modifier, donc il y a des céréales comme ça qui ne supportent pas la transformation. Et en fait, elle est très intéressante, elle est riche en fibres, elle a beaucoup d'intérêt nutritionnel. Et pour le coup, on en trouve partout. Mais de la farine de seigle, on en trouve partout parce que c'est un truc, effectivement, à la base, c'est plutôt les personnes qui n'avaient pas beaucoup de moyens qui allaient utiliser ça. Mais c'est trop, effectivement, c'est trop sous-coté. Moi, je trouve que le pain poilane, par exemple, qui est à la base, t'en as plusieurs, mais l'original, c'est celui à base de seigle, qui est super bon. On le trouve quand même assez facilement. Souvent, le pain de seigle, c'est, dans une très grosse majorité des cas, c'est proposé avec du levain. En fait, il y a pas de raison de s'en priver. C'est le truc, il est économique, il est très bon pour la santé. Il y a des petits cas, on fera attention, mais ça c'est plus sur la partie digestion des personnes qui sont en plein soutien, de retravailler toute la sphère digestive parce que c'est riche en fibres. Donc chez certaines personnes, ça peut causer des troubles, le temps de rééquilibrer tout ça. Mais voilà, en fait, c'est une façon d'avoir du pain très très sain, très bon et qui coûte vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, le seigle et après effectivement, comme je disais, l'épeautre. Moi aujourd'hui, je sais que dans quasi toutes les boulangeries de supermarchés où j'ai pu aller, j'ai toujours trouvé du pain d'épeautre. Ouais, il suffit juste de regarder, il n'y a pas que du pain avec du pain blanc là, comme on dit. Il y a aussi d'autres formats de pain qui sont peut-être bien meilleurs pour la santé. Et attention au pain complet. Vas-y, plein de sucre. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, mais ça c'est pareil. C'est parce que je pense que c'est des discours nutritionnels qu'on a entendus beaucoup, mais oui, non, mais je prends des pâtes de blé complet, je prends du pain complet, donc c'est mieux. Ah oui. Oui et non, en fait, c'est parce que malheureusement, quand on est sur une céréale qui donc a subi beaucoup de modifications génétiques, là je parle du blé dur et du blé tendre, donc à savoir 99% du blé que tu trouves ici, et d'ailleurs un peu partout dans le monde, et ben en fait, donc déjà ton truc il est pas digeste. C'est pas un hasard si la majorité des gens commencent à sentir des troubles dès qu'il y a trop de gluten. En fait c'est pas le gluten, c'est juste le blé. C'est pas pour rien. Et en fait le truc c'est que tu vas avoir en fait cette problématique digestive, mais en plus comme c'est complet, donc c'est-à-dire qu'il a pas été raffiné, il y a toutes les couches qui vont venir, le son, le germe, enfin toutes ces choses-là qu'on ne retire pas. Et donc, ils vont demander encore plus de travail digestif. Donc, ce qui fait que ça peut être, au final, plus
plus néfaste qu'autre chose, parce que ça va être encore moins digeste, ça peut provoquer encore plus d'inflammation digestive, et donc au final, moi les gens ils sont assez étonnés quand je leur dis que c'est pas la meilleure option, quitte à prendre du pain avec du blé, limite vaut mieux le prendre normal que hyper complet en fait, et chose que ce sera pas du tout le cas avec de l'épeautre et tout ça, mais déjà tu verras, le goût n'est pas le même. Moi je trouve que le goût du blé complet n'est vraiment pas bon. On est vraiment, même que ce soit les pâtes, le pain, ça a un goût un peu de carton là, franchement c'est plus lourd effectivement, ouais. Non mais c'est au-delà du fait que ce soit lourd, c'est tu sais, en bouche, il y a quelque chose qui se passe que, en fait, alors que tu prends de l'épeautre, ne serait-ce que semi-complet ou complet, ou du camut ou du petit épeautre, n'importe, ces céréales anciennes, en fait, tu les prends dans des, voilà, qui sont très peu transformés, pour le coup, et raffinés, en fait, ça n'aura pas du tout le même goût, ça sera pas déjà aussi foncé, ça n'aura pas du tout ce goût, justement, très, de carton, comme je dis, là, très, très lourd et tout ça. Et donc c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre les deux, tu vois, c'est pas du tout pareil. Et autant je vais aimer énormément la farine d'épeautre semi-complète, complète. Je trouve ça a du goût, mais ça a pas un goût bizarre comme justement le blé complet. Donc voilà, et dès qu'on parle, pareil, oui, mais je prends du pain de campagne. Le pain de campagne, c'est de la farine raffinée, hein, faut pas se leurrer. C'est de la farine, on entend campagne, on dit on se voit bien à la prairie là avec tu vois. Oh, c'est campagne, tu vois, c'est mais non. Ouais, campagne, ça ne peut être que bon. C'est ça. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais aborder aussi, cette histoire de pain, et qu'on trouve beaucoup de pain au levain, donc très intéressant, et encore plus si on en trouve avec la farine d'épeautre, de seigle, voilà, ce genre de choses. Ok. Là, je pense... En fait, j'ai encore plein d'autres questions, mais ça fait quand même 1 heure qu'on papote, donc je pense qu'on va commencer à arrêter. Et là, on a vu un peu tout, hein, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, le pain, les différentes céréales, etc., pour manger de manière plus saine avec un petit budget. Et avant de terminer, j'aurais une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un livre ou un contenu à recommander à nos auditrices? Un livre qui t'a parlé ou qui t'a marqué? Alors, après, ça dépend sur quelle thématique. C'est celui qui t'a, toi, le plus marqué. Nous, on est ouvert sur ce podcast. Ok. Celui qui a eu un changement dans ta vie ou que t'as relu plusieurs fois? En fait, celui qui a eu un changement dans ma vie, ça va être plutôt un livre dev perso, pour le coup. Parce que je vais revenir, mais du coup tout ce qui va être autour de la santé, j'ai jamais trouvé un livre où je me suis dit j'ai été en accord avec la totalité de ce qui était partagé dedans. Il y a toujours des petites trucs où voilà, j'étais pas spécialement fan. C'est pour ça qu'on me voit très rarement recommander des livres autour de la nutrition, de la naturo, ce genre de choses. Mais je dirais déjà, juste pour la partie santé, pour les personnes qui s'intéressent, c'est le seul que je recommande en termes de nutrition. Bientôt, j'en recommanderai un autre, j'en dis pas plus. Et il s'appelle Time Nutrition. C'est sur la chronobiologie nutritionnelle, et en fait, il est très très bien fait. Il explique clairement comment et quoi manger, pourquoi, etc. On va pas parler forcément de certains points dont moi je vais beaucoup parler, comme la modification génétique et tout. Mais en tout cas, sur le plan de se dire que tout est important dans la nutrition, il n'y a pas nécessairement besoin de supprimer des catégories d'aliments, des aliments plaisir, même des trucs industriels des fois, pour être dans une alimentation saine. Et Time Nutrition, ça a été un livre qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore aujourd'hui dans mon travail en termes de conseillère en nutrition. Donc voilà, ça c'est pour la partie plutôt santé, parce qu'après voilà, il y en a des tonnes, mais comme je dis, il y a des trucs que je rejette et d'autres voilà. Après, celui qui a vraiment changé ma vie, c'est vraiment pour le coup, c'est le livre. Il est très peu connu parce que on connaît beaucoup le premier, à savoir le livre de Raphaël Giordano. Donc tout le monde connaît, enfin tout le monde, le best-seller
tu comprendras que tu n'as qu'une vie, je sais plus comment il s'appelle. Bref, quand ta deuxième aura commencé. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Tout le monde le connaît, oui, mais. En fait, il est trop long le titre. Mais voilà, ça c'est vraiment celui que tout le monde connaît. Ouais. Et en fait, elle en a fait. Donc, je les ai tous. Et en fait, c'était pas le deuxième, c'était le troisième, qui s'appelle Cupidon a des ailes en carton. Juste le titre, j'aime beaucoup. Et en fait, pourquoi ? C'est parce que c'est le livre que j'ai lu juste après mon burn-out en 2019. Et sur le plan personnel, justement, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et notamment l'estime et l'amour de soi, le fait de ne pas attendre des autres ou du monde pour être heureux. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut se reconnaître dans le fait de se dire si mon conjoint, ma conjointe, si ma maison est comme ça, si je faisais ci, si j'avais plus de ça, je serais heureuse. Non, en fait, c'est ça, c'est de comprendre que le bonheur, en fait, il peut venir que de nous, en fait. À l'intérieur de nous, il y a que nous qui pouvons prendre les décisions qui vont faire que. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais moi, je sais que ça m'a mis une grosse claque. Et c'est le livre qui m'a fait prendre conscience que j'avais besoin d'être accompagnée sur le plan psychologique. Et d'ailleurs, ça c'est un petit... parce que du coup, tu sais, moi je suis très très axée sur la santé mentale, et c'est quelque chose que je veux transmettre de plus en plus. Demain, quelqu'un a un rhume, il va aller voir son médecin, il a pas honte de ça. Il se dit bah non, en fait, je vais pas. Ou je prends un exemple le plus sévère. Je vais te dire voilà, je me suis fracturée. Tu vois, je vais pas te dire non, je vais attendre tout seul que ça passe dans mon coin, je vais le faire moi-même. Non, tu vas voir la personne compétente pour te régler ce souci. Et aujourd'hui, pour la santé mentale, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a honte. La santé mentale, aller voir un psy, c'est honteux, c'est tabou, c'est parce qu'on est forcément... Il aurait fallu avoir subi des traumatismes qu'on peut voir que dans les films pour être une raison valable pour aller voir un psy. Bref, c'est que des choses comme ça, alors qu'en fait, pourquoi prendre soin de sa santé physique, c'est bien vu, c'est juste normal. Et prendre soin de sa santé mentale, c'est oh non, pas le temps, oh non, c'est pour non, moi j'ai pas besoin. C'est pour les faibles. Et pire, ouais, c'est ça. Et le pire aussi que je puisse entendre, c'est bah en fait, je vais faire un travail sur moi toute seule, je vais faire un travail sur moi. Mais comment tu veux faire ? C'est un métier, ça s'apprend. Psychologue, c'est des études et des études. C'est comme médecin, tu ne t'inventes pas psychologue et tu ne peux pas t'auto-traiter en fait. Donc et ça, en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il était temps. En fait, ça y est, c'était c'était pas trop tard, mais malheureusement, moi, il aura fallu attendre un burn-out pour une dépression sévère pour prendre conscience de ça. Et en fait, j'aimerais éviter ça pour d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai vachement évolué et pris cette direction aussi de la santé mentale. De rappeler que en fait c'est tout autant indispensable, voire même plus, parce que en fait l'impact de la santé mentale sur la santé physique, il est bien plus énorme qu'on ne le pense. Et un truc tout bête, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est surmené, quelqu'un qui est épuisé, quelqu'un qui n'en peut plus, comment veux-tu que cette personne trouve l'énergie pour aller faire un peu de sport, prendre le temps de manger sainement, de se cuisiner des repas qui vont être vraiment nutritifs, etc. En fait, non. Les personnes qui vont se sentir pas bien mentalement, c'est des personnes qui vont s'orienter vers la facilité, vers des choses qui prennent pas de temps, qui vont vouloir être réconfortées par la nourriture. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de fast-food, beaucoup de produits trop sucrés, trop gras, enfin des choses trop transformées, et très peu d'activité physique derrière. Enfin bref. Donc en fait, s'il y a bien une priorité, c'est déjà de s'occuper de sa santé mentale. Et c'est pour ça que Cupidon a des ailes en carton, ça a été vraiment, en tout cas chez moi, le livre qui a vraiment changé ma vie et qui a permis aujourd'hui de faire tout ce cheminement-là, qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus du tout la Marina que j'étais avant cette histoire, quoi. C'est bon à noter parce que le premier livre, moi, m'avait pas... C'est pas du tout pareil. Hein. Voilà. Du coup, j'ai pas lu le deuxième, mais vu comment t'en parles maintenant, j'ai envie d'aller lire le deuxième. Non, c'est le troisième, parce qu'en fait, le deuxième, c'est Les lions mangent de la salade verte, je crois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je les ai tous lus. Lui, il est très intéressant pour les personnes, je trouve, qui sont en entreprise, qui travaille avec collègues, patrons, je trouve que c'est un peu plus sur la relation aux autres
même, je dirais. C'est très axé sur la relation aux autres. Que là, on est vraiment, en gros, l'histoire, c'est vraiment une femme qui avant de se lancer dans une relation amoureuse, avec, je crois en plus que c'est quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup et elle a vraiment envie de cette relation amoureuse, mais en fait, elle se rend compte que elle a peur en fait de se perdre elle-même dans cette relation, et donc avant ça, je crois qu'elle se laisse 1 an si je me trompe pas, et en fait, elle a donné rendez-vous au bout d'1 an à cette personne, et pendant cette année-là, ou c'est peut-être 2, 3, j'en sais rien, bref, mais voilà, il y a un temps qui se passe où elle décide en fait de se connaître. Elle décide de connaître ses besoins, de s'épanouir, de réussir là où elle a envie de réussir, pour se dire en fait, je suis moi en fait, et je m'épanouis déjà moi avec moi-même avant en fait de m'engager dans une relation amoureuse. Et donc en fait c'est pas du tout c'est bien, ça a du sens. Ouais, on pourrait penser que c'est une histoire basée sur la relation amoureuse quand on entend Cupidon des ailes en carton, mais en tout cas moi quand je l'ai lu, et pour moi c'est ce qui en ressort, c'est vraiment que l'amour de soi passe avant tout en fait, avant toute relation, que ce soit amoureuse, relation sociale, dans la famille et tout ça, et que c'est hyper important pour l'épanouissement, en fait l'épanouissement, et en plus même pour la santé tout court en fait. Après, les livres sur le développement personnel, faut avoir le bon livre au bon moment dans ta vie. Ouais. Et on peut lire toutes les deux le même livre et pas forcément comprendre la même chose, parce qu'on n'a pas le même vécu, la même histoire et la même vision. Donc c'est ça. Donc voilà, moi le premier, tu vois, ta vie commencera quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Ta deuxième vie commencera, enfin je sais pas quoi. Ça m'a pas du tout parlé, mais ça a parlé à tellement de monde que bon, il y avait du sens quelque part. Ouais. Ok. Tout à fait. Donc super, ça c'est pour le livre. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver un peu partout. Alors déjà sur mon site, donc maviesaine-et-moi.com. Donc là vous avez vraiment toutes les informations. Ensuite on a sur les réseaux sociaux, donc Instagram là où je suis la plus active, TikTok depuis pas très longtemps. Ouais, je me suis lancée. Bravo. Ouais. Pinterest aussi, et après tout ce qui est YouTube, et YouTube c'est juste la retranscription c'est juste le podcast qui est pour l'instant qui est proposé, et il m'en manque un dernier, Facebook en fait, et tout le temps au même nom, Ma Vie Saine et Moi, donc tout collé, voilà, sur tous les réseaux on me trouve sur le même pseudo, donc c'est pas très compliqué pour me retrouver. Et évidemment comme tu l'as dit, mon podcast À Votre Pleine Santé, qui donc en fait avec un nouvel épisode toutes les 2 semaines, et où je partage beaucoup de choses autour certes de la nutrition, mais aussi de la santé mentale, de la santé physique, où je donne en fait des clés pour pouvoir prendre soin de soi au quotidien, pour pouvoir mieux comprendre aussi comment son corps fonctionne, parce que ça c'est pour moi indispensable, que de comprendre son corps pour pouvoir agir au quotidien et prendre soin de soi. Donc voilà, j'ai aussi pas mal d'interviews, j'interviewe des professionnels, des spécialistes dans certains domaines et thématiques. Le tout, voilà, toujours pour une pleine santé, d'où le nom. Ok, donc je remettrai toutes les informations pareilles dans la description de l'épisode. Donc on a dit le site internet, Instagram, le podcast, Facebook, Pinterest, TikTok, la nouveauté. Voilà. Et on peut aussi y trouver tes accompagnements et tes formations sur ton site internet. Tout à pour fait. Celles qui sont dans intéressées. La rubrique service, voilà, on retrouvera tout dessus. Ok, je mettrai tous les liens en description. Merci beaucoup Marina pour cet échange. On a été très bavardes toutes les deux. J'espère que ça vous a plu. Et encore merci pour toutes les informations que tu nous as données. Avec grand plaisir, Jamila. Merci beaucoup à toi. Et pareil, c'était vraiment un super moment, très agréable. Donc merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu veux soutenir ou encourager ce podcast de manière totalement gratuite, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, où que tu sois, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Eco Fun Show.